Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, nous nous intéresserons au marché de l'eau. Nous pouvons boire différents types d'eau. L'eau du robinet, l'eau de source ou l'eau minérale naturelle. En Afrique, selon l'ONU, entre 75 et 250 millions de personnes consommeraient de l'eau non potable. Sur le continent, le marché de l'eau en bouteille se développe donc à grande vitesse. Selon les chiffres disponibles, la consommation d'eau en bouteille en Afrique était de 4 823 mètres cubes d'eau en 2004. Au sommaire de ce numéro, quand l'eau en bouteille vaut de l'or, l'eau du robinet est-elle saine, ne l'est-elle pas? Vrai ou faux, ces préoccupations font en tout cas l'affaire des producteurs d'eau en bouteille et en gobelet. En Côte d'Ivoire, le marché est dominé par 4 marques locales. Enquête. Ensuite, nous irons à la rencontre de Hawa Kamate. Cet entrepreneur de 41 ans s'est lancé sur le marché des fontaines à eau. De plus en plus d'entreprises et même des particuliers en possèdent. Découverte de ce business qui peut rapporter gros. Et sur le plateau, nos invités répondront à nos questions sur la problématique du sujet, eau minérale, un marché en forte croissance. Traditionnellement, dans nos villages, l'eau ne s'achète pas, l'eau ne se vend pas. C'est une ressource naturelle nécessaire au fonctionnement de notre corps et au bien-être de notre vie. L'on va la chercher au marigot, à la rivière ou tout simplement au puits. Mais avec la modernisation, l'urbanisation et les risques de santé, la situation a bien changé. Aujourd'hui, l'eau est devenue un véritable business. Quoi de plus normal? L'eau potable doit respecter certaines normes. Sa captation, son traitement, sa distribution requièrent des investissements lourds qu'il faut rentabiliser. Depuis à peu près 20 ans, notre Société nationale de distribution d'eau, SODECI, a vu son image de qualité auprès du public se ternir. Mais le malheur des uns, comme vous le savez, fait le bonheur des autres. Le secteur de l'eau embouteillée est aujourd'hui en pleine croissance. Les différents acteurs nous ont ouvert leurs portes. Que contient l'eau en bouteille que nous consommons ? Toutes les eaux dites minérales naturelles sont-elles les mêmes? De quelle stratégie usent les sociétés pour nous séduire? Quand l'eau en bouteille vaut de l'or, c'est un reportage de Cheikh Koné, Armel Zozo et Noël Kouakou. Abidjan. Chaque matin, une douce chanson anime les carrefours de la capitale. Des centaines de jeunes vendeurs d'eau en sachet, sans formation, parfois étudiants, attendent le consommateur. Environ 100 000 sachets d'eau se vendraient par jour, bien que la vente soit interdite en Côte d'Ivoire. Mais pour les consommateurs, c'est pratique et peu cher. Un sachet d'eau coûte 50 francs CFA. Qu'est-ce que tu penses de l'eau que tu bois là? Les sous-évis, on est fatigué, on va garer, donc on paye en même temps. Et qui te dit Ça les arrange. Ok. Qu'est-ce qui te dit que c'est une eau qui est bien traitée? Avec 15 ans, je ne suis pas tombé malade. Comment? 15 ans, je roule, je bois cette eau et je ne tombe pas malade. Nous, on a soif, comme on n'a pas aussi les moyens pour aller acheter les bidons de Hawa là. Donc, de passage, on se sert de ça. Vous n'avez pas mal, pas de problème de santé quand vous buvez ça? Béranger a 26 ans. Il est en terminale. Depuis 3 ans, ils se rend chaque jour très tôt le matin au carrefour Cypress pour vendre ses sachets. Tu peux vendre combien de sachets d'eau par jour? Ils vendent 6 paquets par jour. Le jour, ça marche. Il fait 7 et demi. Ça te fait combien par jour? Ça me fait 7 000. Par un paquet, on a 1000 francs dessus. C'est une activité qui me plaît beaucoup. Il n'y a pas de travail. Tu vois, donc on prend ça pour se débrouiller un peu. Pour avoir au moins, pour ne pas qu'on vole quoi. Alors, quelle est votre plus grande difficulté? Non, la difficulté que nous, les policiers, nous fatiguent trop. Si les policiers fatiguent ces jeunes vendeurs d'eau, c'est que depuis novembre 2014, il est interdit de vendre des sachets d'eau. Et pour cause, après utilisation, les consommateurs jettent leurs sachets polluant ainsi la ville. Cette interdiction n'empêche pas les producteurs de sachets de poursuivre leurs activités. Cet homme, sous couvert d'anonymat, a accepté de nous ouvrir ses portes. Nous l'appellerons Marcel. Tout ça sont des commandes? Pas forcément des commandes. Quand il n'y a pas de commandes, nous-mêmes, on touche les boutiquiers, les femmes qui sont au bord de la route, qui vont avec les glaciers, tout ça. On les livre un à un. Ils vous payent cash? Oui, ils nous payent cash. Nos business, il n'y a pas de crédit. Attention! Oh. Ça, la faut retirer. Il faut envoyer ça. Ils nous payent cash. Nos business, il n'y a pas de crédit dedans. Actuellement, on confronte des problèmes parce que
En tout cas, on travaille, mais on joue cache-cache. Jamais si tu tombes sur les gens de brigade de salubrité, ils vont vous arrêter. Donc, nous, on joue, donc ça fait que ça empêche notre vente. On travaille, mais on se cache pour travailler, puisque ce n'est pas légal. Nous-mêmes, on le sait que ce n'est pas légal, mais compte tenu de la situation. Bien que l'interdiction soit en vigueur depuis plus de 3 ans, 200 000 tonnes de sachets d'eau sont encore produites par an en Côte d'Ivoire. Marcel produit à lui seul 26 millions de sachets d'eau par an. Son chiffre d'affaires, plus de 180 millions de francs CFA par an. Un business d'eau du robinet filtré qui rapporte gros. Ici, on a un filtre qui filtre l'eau d'arrivée de ceux d'ici. Ici, il y a un suppresseur. Donc, suppresseur pompe pour venir dans ce bonbon là. Ça, il y a, on appelle filtre à sable. C'est sable qui est dedans. Donc, ça filtre. Et puis après, ça revient ici. Ici aussi, c'est filtre à charbon. Donc, ça traverse le charbon aussi, ça filtre aussi. Et ça continue. Ça vient en bas ici. Ici, il y a filtre à coton. Donc là, ça prend aussi, ça filtre. Et puis ça vient ici. Là, ça revient encore dans ce système-là. Ici, on appelle ça UV, ultraviolet, et qui élimine tous les microbes qui peuvent traverser. Et de là, ça continue directement la machine. Après tout ce système de filtration, on peut dire que l'eau est plus... propre, pure, propre. Avec certitude, hein? Oui, oui, ça devient propre. Même on peut mettre dans... C'est-à-dire c'est comme même bouteille, même on peut mettre dans bouteille sans problème. En Côte d'Ivoire, le déficit d'investissement ces 20 dernières années aurait détérioré les canalisations de la SODECI. La réputation de l'eau produite localement s'est donc ternie. De quoi favoriser le business des eaux embouteillées. En seulement 3 ans, le marché de l'eau minérale a connu une croissance de 22%. 4 marques ivoiriennes se partagent le marché. Céleste, Olgan, Assini et Awa, la plus ancienne marque d'eau minérale naturelle. Nous sommes à Yopougon, au siège de l'usine d'Awa. Moussa Soro, le directeur de l'usine, vient inspecter l'un des 2 forages de la marque. Nous sommes au forage Awa. C'est là qu'on fait la captation. Ici, vous avez une pompe qui est immergée à 165 mètres. OK? Et c'est cette pompe immergée, pilotée à partir d'une armoire électrique, OK? Donc, qui va donc prendre l'eau dans le sol, OK? Et à travers la canalisation, on va partir au traitement d'eau. Ici, nous avons l'eau minérale naturelle que nous prenons dans le sol à partir de ce forage, qui sert donc à la production de l'eau minérale naturelle Awa, que vous avez sur le marché. Y a-t-il une possibilité que ce forage soit menacé par une pollution souterraine? Il y a des études qui sont faites aussi pour voir au niveau des alentours, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient éventuellement contaminer notre forage. Donc on fait les relevés qu'on envoie au laboratoire externe et qui essaie de nous dire s'il n'y a pas d'éléments contaminants qui peuvent agresser le forage. Mais on peut vous garantir que jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est non. Donc le forage est sain. Les marques Awa et Cristalline détiennent 55% de part de marché avec 300 000 bouteilles produites par jour. Là, nous tournons à 16 000 bouteilles heure. Donc je pense qu'on va démarrer à l'entour de 9 heures. Donc logiquement, on devait être à des centaines de mille de bouteilles. La journée, vous produisez combien? Non, logiquement, à 24 heures, on peut produire près de 300 000 bouteilles. Les coupures d'électricité et les baisses de tension ont un impact financier conséquent pour cette entreprise. Bon, c'est une coupure d'électricité. Nous avons un backup pour sécuriser la production, pour qu'on n'ait pas de rupture et qu'on ne soit pas tributaire chaque fois de dire au consommateur, ah non, on n'a pas pu produire parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et cette coupure d'électricité, c'est vraiment une vraie problématique pour vous? Oui, puisque l'idéal pour nous, c'est qu'on n'ait pas de coupure d'électricité. Parce que là, vous avez vu, nous sommes à l'arrêt.
C'est un arrêt qui n'est pas un arrêt programmé. C'est un arrêt subi, qui subit les machines. Et nous sommes obligés de repartir en phase de redémarrage. Et ça vous fait perdre combien? Pour chaque arrêt de 5 à 10 minutes, on peut perdre au moins 2 à 3 millions. Chaque jeudi, le comité de direction se réunit pour faire un point sur la situation. Le groupe électrogène, c'est quelque chose qui est là pour gérer le backup, pas pour travailler en plein temps. Donc il ne faut pas que l'exception devienne la règle. Alors, non, c'est pas le problème. Le problème, c'est les baisses de tension que nous constatons sur le réseau à Palestine. Il y a une machine même comme le compresseur qui s'arrête carrément. Alors si le compresseur s'arrête, ça veut dire qu'on ne peut pas souffler de bouteilles. Okay. Donc ce que nous faisons, nous passons sur le groupe électrogène, pour continuer à travailler. Mais en temps, il faut qu'on rencontre nos amis de la CIE. Ce sont des micro-coupures ou ce sont des... C'est une baisse de tension. Ce n'est pas une coupure d'électricité que vous voyez, c'est-à-dire les lumières s'allument. Mais l'énergie qu'ils nous donnent ne suffit pas à faire démarrer certaines de nos machines. En termes de productivité, on n'est pas bien parce qu'il faut arrêter, il faut passer sur le groupe, après il faut arrêter, il faut passer sur la CIE, après il y a plein de gymnastiques que vous faites. Okay? Et c'est vraiment pas intéressant pour nous. Ça vous coûte quoi? Ça nous coûte de l'argent énormément. Vous avez fait une évaluation? Les statistiques que j'ai fait au mois de mars, on était autour de 40 millions. Par mois? Non, pas par mois, sur 2 ou 3 mois. On était autour de 40 millions par mois. C'est les 40 millions qu'on aurait pu économiser. Ce sont des imprévus. C'est des imprévus, oui. Tous les fabricants d'eau sont confrontés à cette problématique de courant électrique. Voici l'un des poumons de ces usines, le compresseur. Il sert à fabriquer les bouteilles. Chez AWA, pour fonctionner à plein régime, il faut 380 volts de tension au compresseur. En dessous, la machine s'arrête. C'est donc le groupe électrogène qui prend le relais. Le carburant est cher, ce qui explique que cette perte est occasionnée de 40 millions de francs CFA sur 2 ou 3 mois. Qui dit eau minérale naturelle, dit aucun ajout en sels minéraux dans l'eau produite par la nappe phréatique. Alors qu'AWA prend sa source à Yopougon, Céleste et Olgan s'alimentent à Beaunois. Toutes les trois ont pour label eau minérale naturelle. Nous ne faisons que de la filtration. Nous n'ajoutons aucun produit chimique à notre eau. C'est pourquoi nous sommes une eau minérale naturelle. Alors, expliquez-nous la différence entre les différents types d'eau. Bon, vous avez les eaux minéralisées. Les eaux minéralisées, c'est de l'eau minérale, mais c'est une eau qu'on a enrichie en ajoutant des produits chimiques, en ajustant les paramètres, la teneur en sels minéraux de ça. Céleste et Olgan n'ont pas la même composition en sels minéraux et pourtant, toutes deux ont pour source la nappe phréatique de Beaunois. Quand Olgan annonce 2,44 mg par litre en bicarbonate sur ses bouteilles, Céleste annonce 202,5 mg par litre. Une différence importante pour une eau puisée dans la même source et qui porte toutes deux le label eau minérale naturelle. Nous avons demandé la composition de la nappe phréatique de Beaunois dans laquelle Céleste et Olgan puisent leur eau. Il s'avère que la teneur en bicarbonate est de 2,44 mg par litre, soit la même teneur que celle annoncée par Olgan. Alors, comment est-il possible que deux eaux puisées dans la même nappe phréatique puissent avoir une différence de 200 mg par litre de bicarbonate? Nous avons posé la question au directeur de l'usine Céleste. Nous n'avons obtenu aucune réponse. La force de Céleste se trouve dans son marketing. En 2010, cette marque s'est différenciée sur le marché grâce à son gobelet de 33 centilitres. Cette innovation a permis à Céleste de booster son chiffre d'affaires de 20%. La marque est désormais bien installée. Elle produit aujourd'hui 35 millions de bouteilles par an. Mais pas question de se reposer sur leur laurier. Début mars, la direction a décidé de lancer un nouveau format pour les restaurants. Je t'ai envoyé
nouveau échantillon de nouveau produit. Oui, ça est là. 1,5 litres. Ouais. Le 1,5. Des restaurants là. Ouais. Donc on a reçu le moule. Donc on a essayé de faire les premiers essais de soufflage. Déjà, on va essayer de voir. Voilà. Là on peut voir si vraiment on va garder la même longueur. Monsieur Chaker, donc, c'est un nouveau produit que vous avez. Je pense qu'on peut faire. Oui, on a fait un nouveau design. Donc on a reçu le moule. Maintenant on est dans la phase de chercher le... Ça, on fait ce qu'on appelle un brainstorming, avoir des idées ici au niveau du marketing, parce que c'est important, c'est sur tous ces formats-là que nous allons appuyer notre stratégie de communication. Quels sont les risques qui vous amènent à mettre sur pied un nouveau produit comme celui-là? On a sorti, vous voyez celui-là, le 1 litre restaurant, et donc ça a eu beaucoup de succès. En un rien de temps, les gens ont beaucoup apprécié le produit, mais le retour du marché nous dit qu'il faut que ce soit un peu plus en quantité. Et donc c'est comme ça que l'usine a proposé donc ce nouveau-là, que nous allons valider ensemble ici, avant de le mettre sur le marché. Combien dépensez votre groupe dans la communication et le marketing d'un tel produit que vous apprêtez à lancer? Nous prévoyons pour ces premiers instants 50 millions au démarrage de ce produit, pour ce format. Dans votre approche marketing de communication, quel est le produit qui a fait sensation après une bonne campagne? La révolution, c'est le verre des 0,33. Lorsque nous avons lancé ça, effectivement, avec la com que nous allons faire autour, ça a véritablement boosté non seulement nos ventes, et puis a fait connaître davantage notre marque. Dans cette guerre de marketing, chaque société a ses astuces. Olgan, présente sur le marché depuis 2004, joue sur la proximité. Une fois par trimestre, Florent Nguessan, le DG en personne, se rend sur le terrain. Bonjour, merci. Bonjour chef, comment ça va? Ça va très bien, grand chef. On dit quoi? Ça va? Oui, c'est Olgan qui te rend visite. Ça va bien le marché? Ça va? Ok, tu as du produit? Oui, oui. Comme Olgan il est bien gros, et lui, en tout cas, ça sort beaucoup. Ça sort beaucoup, et puis encore, on l'apprécie beaucoup. C'est bon. C'est le point de contact avec le consommateur, vraiment de proximité. Et donc, c'est vrai que les produits sortent en général pas des grossistes. C'est à eux qu'on vend directement le gros volume. Mais après, c'est redistribué au travers de ces détaillants dans les différentes communes, dans les différents quartiers. Donc, on peut estimer à 60% au moins le volume qui transite par ces détaillants de proximité dans les quartiers. L'autre partie se fait dans des supermarchés où les consommateurs viennent acheter directement. Cette proximité, c'est important pour vous? C'est capital parce que, comme je l'ai dit, in fine, nous voulons arriver aux consommateurs le plus rapidement possible. Et donc, il est important que nous soyons disponibles dans le réseau de distribution. Aussi avoir leur retour, leur appréciation, parce qu'ils sont aussi au contact avec les consommateurs. Et donc, les commentaires des consommateurs, on peut le prendre aussi à partir de chez eux et améliorer les points qui nécessitent d'être améliorés. Donc ça, c'est très important. Boutique, grande surface, supérette. Florent Nguessan visite en une journée une dizaine de magasins pour s'assurer du positionnement de la marque. Vous êtes dans un rayon où nous avons beaucoup d'eau minérale importée. Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. L'eau minérale, c'est selon la qualité recherchée dans l'eau. Donc, nous avons, c'est vrai, une eau minérale naturelle produite ici, accessible en termes de prix. Mais quand vous regardez les produits importés, les niveaux de prix sont assez élevés, mais certainement correspondent aussi à un type de clientèle qui recherche des eaux de ce niveau. Une qualité supérieure aussi, on pourrait dire? Pas forcément, c'est en fonction du rôle que jouent les différents minéraux contenus dans ces eaux-là. Vous avez toute une gamme très large, dont les plus célèbres, mais le fait aussi que ce soit importé, certainement va faire que ça revient plus cher pour le consommateur ici. Mais nous sommes sur place, nous produisons localement et donc en termes de coût, c'est plus abordable. Il y a bien longtemps, l'eau minérale était vendue en pharmacie. Pas aussi accessible parce que c'était très cher, c'était considéré comme de l'eau pour des traitements. Vous pensez qu'il y a une évolution des mentalités? Parce que les Ivoiriens pensent que l'eau minérale est réservée seulement à une certaine classe. Oui, c'est pour ça que je parle de communication et d'information. Si on sait
que Olgane, 1 litre à 200 francs, vous apporte des minéraux autant qu'une eau importée, qui est aussi minérale, c'est clair qu'on peut boire de l'eau minérale pour celui qui n'a pas beaucoup d'argent. Je pense que c'est ça le facteur important. Avoir l'information déjà sur les bienfaits de l'eau minérale, sur la composition stabilisée et surtout sur les prix. Olgane produit 36 millions de litres d'eau en bouteilles par an. Sur le marché, cela fait d'Olgane l'outsider. Retour chez Marcel, notre producteur d'eau en sachet. L'interdiction gouvernementale aurait considérablement ralenti sa production. Il a donc décidé de se lancer dans le business des gobelets d'eau. Vous voyez, normalement, c'est ici qu'il y a notre salle de production. Quand on faisait le sachet, ici, on avait 6 machines ici. Vous pensez que la mesure d'interdiction ne peut pas tuer le business? Ça ne peut pas tuer le business. C'est vrai, nous qui sommes identifiés au niveau du ministère, nous, on peut quitter dedans. Mais je vous assure que même si nous, on quitte dedans, il y a des nouvelles entreprises qui rentrent en clandestinement, qui sont dans le business. Puisque la population demande toujours les sachets d'eau. Donc, depuis l'interdiction, on a stoppé pour pouvoir aménager ici pour transformer ça de production de gobelets. Voici la machine. Ça, j'ai acheté ça de la Chine. C'est moi-même qui est parti à Shanghai. Et vous l'avez acheté à combien? C'est 18 500 000. Alors, mais pourquoi est-ce que vous ne produisez pas encore des gobelets? On attend système de filtration. À bientôt, ça va venir. Maintenant, quand on installe net, on peut démarrer. La machine, quand c'est venu, on a fait petit essai pour voir est-ce que c'est bon. Donc, vous voyez, voilà. Et tout ça, c'est sous fonds propres que vous les avez achetés? C'est sous mes fonds propres. Je suis parti voir ma banque. Je leur ai posé mon problème. Ils-mêmes le savent. Maintenant, ils ont dit, ah, vraiment, comme ça, c'est un nouveau projet, vraiment, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que moi, j'ai fait tout ça? Moi-même, de faire un effort, quand on va démarrer, s'ils voient que c'est bien, maintenant, ils vont venir m'assister. Vous ne craignez pas parfois les industriels d'eau en bouteille? Non, pas du tout. Pas du tout, puisque chacun a son marché. Des bouteilles, ça se vend dans les supermarchés, des grandes surfaces. Au niveau d'Adjamé, c'est l'eau en sachet comme pour nous. Même au dehors de ça, mais il y a d'autres qui vendent 10 francs aussi. Donc, je crois que chacun a son marché. Donc, ça, il n'y a pas de crainte. En attendant le système de filtration, Marcel est déjà sur la stratégie commerciale de son futur produit. Le stagiaire qui est venu ce matin, oui. Voilà, moi, le thème que je veux lui donner, du sachet au gobelet, quelle stratégie commerciale adopter pour de meilleures ventes? C'est important pour vous de maîtriser la migration du sachet au gobelet. C'est important pour vous? C'est très important, puisque, bon, il y a 2 produits différents. Il y a sachet et puis maintenant gobelet. Gobelet, actuellement, gobelet, ça se vend dans les supermarchés. Donc, on a besoin de former un commercial qui peut parcourir sur le marché pour pouvoir chercher des nouveaux clients pour nous. Pour mettre sur pied ce business du gobelet et sortir de la clandestinité, Marcel doit investir 150 millions de francs CFA. Un financement personnel sans soutien des banques. Carrefour Siporex. Béranger, comme chaque jour, est à son poste. Grâce à ses ventes, il gagne entre 5 000 et 7 500 francs CFA par jour. Est-ce que vous savez que la vente de sachets d'eau a été interdite? Oui. Alors, mais pourquoi est-ce que vous continuez de vendre? On sait que non, c'est interdit. Même l'État même a dit ça, mais tu vois un peu comment. Il n'y a pas de travail. On a fréquenté, mais on ne gagne pas de travail. Sinon, on a les diplômes, on n'a pas de travail. À cause on prend ça pour se débrouiller. Eau minérale, eau de source, eau en sachet, eau du robinet, le marché de l'eau est un business en pleine croissance. Loin d'être saturé, il a encore de beaux jours devant lui. De retour sur ce plateau avec nos invités. D'abord, M. Aïe Clément, directeur général du LANEMA, le Laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse. Bonsoir, M. le directeur général. Bonsoir, M. Sifra. M. Gervais Ekoun est également avec nous, président du syndicat national des producteurs d'eau agréés de Côte d'Ivoire, le SINAPEACI, c'est bien ça?
C'est ça. Bonsoir, Monsieur Ekoun. Et Monsieur Issam Ezzedine, conseiller directeur du groupe Caridor, propriétaire de la marque Céleste. Bonsoir, Monsieur Ezzedine. Alors, je voudrais rappeler d'entrée de jeu que nous avons sollicité la SODECI et l'ONEP pour être présents avec nous ce soir sur ce plateau. Ils n'ont pas souhaité être là. Alors, déjà, qui attribue le label eau minérale naturelle? Les embouteilleurs déposent un dossier au ministère de l'Industrie pour d'abord être agréés. Et ensuite, il y a les normes de l'OMS, donc c'est le ministère de la Santé. Et il faut vérifier les éléments, les sels minéraux présents dans les bouteilles. Et ensuite, on peut délivrer le label. Mais il faut surtout s'assurer de la présence de ces sels minéraux, de leur stabilité, avant de donner le label eau minérale naturelle. Monsieur Ezzedine, tout d'abord, il y a une préoccupation que vous avez vue dans le sujet en ce qui concerne la composition des différentes eaux. On a vu une différence, tandis que c'est la même source, c'est la même nappe phréatique de Beaunois, mais une différence. Alors, quelle est votre réaction déjà par rapport à ça, Monsieur Ezzedine? Notre eau a été analysée par le laboratoire du professeur Jourda, et c'est lui qui a déclaré notre eau minérale faiblement minéralisée, et les autres, je suppose. En général, on devrait avoir les mêmes taux. La variation est très très grande, est très importante. Donc il y a problème à la matière. Alors c'est quoi le problème? Le problème aussi, il faut dire qu'il y a certaines eaux qui sont très minéralisées. Par exemple, il y a des eaux qui sont riches en sodium, d'autres pauvres en sodium ou riches en calcium. Donc tout dépend de la nappe, comme je dis, et de la composition des sels minéraux qu'ils ont dedans. Mais l'écart est très grand. Oui, 200 quand même. Contre 2,4, l'écart est très grand. Donc il y a matière à se poser des questions. Oui. Vous avez la possibilité de faire des contrôles inopinés? Oui, mais à la demande du client. Mais ce n'est pas inopiné. À la demande du client. Pourquoi pas de contrôle surprise, par exemple? Ce serait bien. On a des contrôles, parce qu'on ne peut pas s'auto-saisir. On ne peut pas s'auto-saisir. Nous faisons des contrôles inopinés pour la SODECI parce que nous avons un contrat avec l'ONEP. Alors, Monsieur Ezzedine, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir de plus amples détails, des rapports, je ne sais pas, en ce qui concerne cette différence qui est quand même grande? Nous avons un laboratoire au niveau de l'usine et nous travaillons avec l'ANEMA, nous travaillons avec l'INHP, nous travaillons avec d'autres laboratoires. Ça peut être, souvent on nous donne les détails en millilitres par gramme, je ne sais pas comment, je ne suis pas technicien, je ne veux pas vous mentir. J'espère que ce n'est pas un problème de virgule ou de quelque chose de ce genre. C'est de cette manière que moi je peux expliquer. Sinon, nous faisons des efforts pour vous présenter, vous offrir une eau minérale à 100%. Point de vue qualité, point de vue... On a beaucoup parlé de marketing. Une eau minérale naturelle. Oui, on a beaucoup parlé de marketing, c'est vrai, mais la qualité de l'eau, le traitement, quand je parle de traitement, de la manière dont c'est fait. Aujourd'hui, nous travaillons de manière à ce que les mains ne touchent rien. Est-ce qu'on peut estimer, par exemple, qu'il peut y avoir des apports supplémentaires chimiques? Il n'y a pas d'apport. OK. Nous travaillons beaucoup avec Céleste, il n'y a pas d'apport. Mais c'est possible, mais il n'y a pas d'apport de sels minéraux supplémentaires. Moi, oui, on va donner une chance à monsieur Ezzedine de réagir. Ce n'est pas une chance, c'est pas une chance. Moi, je veux travailler avec la vérité. Vous voyez, s'il y avait un apport, je prends par exemple le fer. Chez nous, vous avez pratiquement, le fer est négligeable par rapport à Olgan où on a un peu de fer quand même. S'il y avait un apport, il y aurait eu un apport en fer, en bicarbonate, en chlorure. On a ici la composition de la nappe phréatique de Beaunois. Le taux de bicarbonate et de la nappe, officiellement, devrait être de 2,44 mg par litre. Le calcium, 3,17 mg par litre. Alors, comment ça se fait qu'il y ait une différence entre la nappe elle-même et puis certaines autres eaux? Mais c'est une nappe qui est très étendue. Donc, c'est possible que le taux de calcium ou bien le taux de sodium prélevé à tel endroit ou tel autre peut être différent. Mais ça reste toujours dans les normes acceptables de l'OMS, pour que ce soit de l'eau minérale naturelle. C'est surtout le bicarbonate, 200, c'est quand même énorme. Donc c'est pourquoi il y a toutes ces questions, parce qu'on aimerait vraiment comprendre, parce qu'on sait bien que l'eau minérale naturelle ne devrait pas, on le rappelle, avoir d'ajout
chimiques pour être qualifiés de naturels. Oui, oui. Souvent, nous avons, je ne veux pas dire des difficultés, mais les laboratoires peuvent délivrer les résultats avec 1 gramme par litre, milligrammes par litre, des trucs de ce genre. Bon, je me demande si ce n'est pas quelque chose de ce genre qui a fait que... Non, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas technicien. Je ne peux pas vraiment défendre ou... C'est bien noté. Alors, Céleste, vous avez été les premiers à sortir le gobelet. Aujourd'hui, on demande aux producteurs d'eau en sachet de migrer vers les gobelets. Monsieur Ekoun, alors comment est-ce que vous ressentez déjà ça? Et puis, vous avez vu tout à l'heure dans le sujet, c'est une eau qui continue d'être vendue pendant qu'il y a eu une interdiction. On n'a pas peur d'être ici parce que c'est 200 entreprises, c'est 36 milliards de chiffre d'affaires par an, c'est 2000 emplois directs et 30 000 emplois de façon cascadée depuis les grossistes jusqu'aux détaillants. Vous négociez et en même temps vous produisez, parce qu'apparemment, on a vu qu'il y en a qui continuent de produire. Il y a 25 millions d'Ivoiriens. Nous sommes dans un pays tropical humide. Il fait chaud pendant 9 mois et demi de l'année et il pleut pendant 2 mois et demi. Pendant les 9 mois et demi, comment voulez-vous que les populations rurales à faible revenu puissent étancher leur soif lorsqu'elles sont ces populations-là en déplacement? Quand vous prenez la commune d'Adiamé, c'est une commune qui, d'ordinaire, a 300 000 habitants. Elle se retrouve avec 2 millions d'habitants qui transitent pour les opérations économiques. Mais cette population-là, elle se nourrit comment? N'oublions pas cela. Déjà, est-ce que vous êtes déjà conscient des risques juridiques et judiciaires? Bien entendu. Il risque quoi, par exemple, ce monsieur? Mais ce monsieur, il risque un emprisonnement. Et c'est ce qui est déplorable. Et c'est pour ça que nous continuons de discuter. Nous disons, la seule chose que nous demandons à l'État, c'est de trouver un cadre. Madame le ministre disait tout dernièrement, après les casses, et ce qui est déplorable, Madame le ministre disait qu'il y a des solutions de reconversion. Mais on va à la reconversion comment? On ne peut pas à la reconversion quand vous ne pouvez pas discuter avec les mêmes acteurs que vous avez installés. Monsieur Ezzedine, question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du secteur de la vente d'eau en sachet? Au niveau de l'eau en sachet, il y a 2 difficultés. L'eau en sachet, en lui-même, on ne peut pas dire qu'il est mauvais. Il étanche la soif, il est parfois de bonne qualité par certaines entreprises, mais parfois il y en a qui abusent, qui profitent et qui font de l'eau n'importe comment, on peut tomber malade. Est-ce que vous avez cette possibilité de développer aujourd'hui des eaux en sachet dans des sachets biodégradables? Est-ce que c'est possible? Mais le problème est qu'on ne veut pas des sachets d'eau, un point c'est tout. Alors que, qu'est-ce que le prouve l'État? Moi, j'ai le décret. L'État souhaite qu'on puisse passer à des sachets biodégradables. Est-ce que vous avez lancé la procédure? On a lancé la procédure. Si vous prenez, je ne l'encourage pas. Mais quand vous prenez un sachet d'eau aujourd'hui produit, vous allez lire là-dessus que la matière est biodégradable. On a parlé d'interdiction de sachets plastiques. Mais quand vous regardez sur toutes les grandes surfaces, il y a du lait containerisé dans des sachets plastiques. Peut-être que c'est biodégradable. Il y a du jus. Mais quand on voit les sachets d'eau, alors, donc nous disons, est-ce que c'est parce que nous sommes des petites structures à pas trop grands moyens, ou bien qu'est-ce qui fait qu'on protège les uns et qu'on s'acharne? Vous avez un sentiment d'injustice? Nous avons le sentiment d'injustice. Est-ce que vous arrivez, si vous pouvez le permettre, monsieur le directeur général, est-ce que vous arrivez quand même à contrôler cette eau-là, vu qu'il y a une interdiction sur la production d'eau en sachet plastique? On le faisait jusqu'en 2010. Donc ça veut dire que ce monsieur qui vend son eau, c'est une eau qui n'est pas contrôlée par les laboratoires? Non, qui n'est pas contrôlée. Et depuis 2010 jusqu'à 2013... Risque donc de santé publique. Je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'il le contrôle ailleurs, mais nous... L'arrêté que le ministre a signé, que je tiens ici, donne obligation à l'ANEMA de faire des contrôles. Et notre tutelle, c'est le ministère de l'Industrie, qui a souhaité travailler après avec l'Institut Pasteur. Et donc, quand vous rentrez, avant la prise du décret, dans chacune de nos entreprises, il y a la procédure d'octroi de l'octroi de l'agrément, il y a la procédure de fonctionnement et il y a aussi les attestations délivrées par l'Institut Pasteur. Donc, nous produisons de l'eau de qualité sous le contrôle du ministère de l'Industrie qui, à travers sa direction générale de l'activité industrielle, a encadré les producteurs et leur a donné
des stickers. Je le rappelle très bien. Parce qu'on a comme l'impression que ceux qui font l'eau en sachet, ils sont sortis d'une autre planète. Mais ils sont régis par un cadre légal dans un État qui se respecte. Et je le dis, l'État ne peut pas se faire harakiri. Monsieur Ekoun, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Monsieur Ezzedine souhaiterait réagir très rapidement. Oui, pas en mal. Hein. Oui. Si le sachet devrait revenir, il faudrait que le sachet ait une autre étiquette là-dessus. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on imprime à même le sachet. Parce que l'encre même, si l'eau n'a pas été utilisée au moment où c'est produit, c'est-à-dire dans la semaine ou le mois, après l'encre devient un peu une petite difficulté. Non. Problème environnemental. Je ne dis pas de ne pas faire. Vous confirmez. Pas environnemental, pour la santé. Pour la santé. C'est-à-dire, moi, je dis, si on fabrique tout de suite un sachet d'eau, on prend un autre sachet sur lequel on imprime ce qu'on veut et on s'arrange à pas coller, pas forcément coller, puisqu'aujourd'hui, avec la chaleur, on peut faire coller la... Donc, c'est une autre préoccupation. Alors, il y a beaucoup de préoccupations. Avec votre permission, on va partir pour le deuxième sujet. On va découvrir une dame. En 2015, Awa Kamaté lance son entreprise de vente de fontaines à eau. Il s'agit d'une machine qui distribue de l'eau chaude, froide ou à température ambiante. Vous en voyez dans vos entreprises. Certains d'entre vous en possèdent chez eux. Une fontaine est alimentée soit par une bonbonne ou par l'eau du robinet. On parle alors d'une fontaine à réseau. Chaque jour, Awa Kamaté part à la conquête de nouveaux clients et ça marche. En 2 ans, elle a réussi à convaincre une centaine de sociétés de s'équiper chez elle. Fontaine à eau, business porteur. C'est un reportage de Cheikh Koné, Armel Zozo et Noël Kouakou. À Djamé, 8 h du matin. Awa Kamaté, 41 ans, s'est lancé dans le business des fontaines à eau depuis 2015. Ses clients, des entreprises privées, des administrations, mais pas uniquement. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Viens voir la fontaine. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, on voit que vous êtes en train d'utiliser la fontaine, là. Effectivement, oui. C'est bon? Très bon. Ça marche bien. L'eau chaude, ça chauffe très bien. Très bien, très bien. L'eau glacée aussi, pareil. Dieu merci. Qu'est-ce qui a été le déclic pour que le commissariat Bon, du port puisse véritablement prendre une de vos fontaines? Vous savez, eux, les policiers, ils veillent souvent. Donc, ça leur permet d'avoir leur petit café à tout moment. Ils ont de l'eau glacée à tout moment. Vraiment, ça les rend autonomes. Ça les rend autonomes. Les fontaines à eau sont des distributeurs d'eau potable purifiée. Il en existe 2 types. Les fontaines alimentées par une bonbonne de 5 à 20 litres. Elles s'installent n'importe où. Et les fontaines à réseau que l'on branche directement sur une arrivée d'eau. Il vous faut compter entre 150 000 et 300 000 francs CFA pour en posséder une. Racontez-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce business? J'ai commencé au fait dans l'assurance. Et quand on a ouvert notre cabinet, il y a une société qui nous a approché pour nous vendre aussi les fontaines. Donc ils ont eu à installer une fontaine chez nous. Et après j'ai constaté, comme moi je suis dans l'assurance, je suis commercial, je suis un peu partout. Quand je partais dans les entreprises, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de fontaine dans les entreprises. On n'en voyait pas trop. Je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit mais bon, ça en vrai c'est un bon business. Et j'ai commencé à en parler à mes clients dans mes prospections d'assurance. Et j'ai vu que ça intéressait les gens. J'ai dit tiens, pourquoi pas essayer aussi. Et c'est ainsi on a commencé de bouche à oreille, à demander, chercher la clientèle à gauche, à droite. Et c'est comme ça c'est parti. Sur chaque fontaine vendue, Awa gagne entre 60 000 et 100 000 francs CFA. Elle en vendrait 75 par an. Grâce à la vente des fontaines, Awa gagnerait entre 4 500 000 francs et 7 500 000 francs CFA par an. Ces journées, elle les passe à démarcher de potentiels nouveaux clients. Alors, par rapport à vos bonbons, c'est ça? Installez-vous. Merci beaucoup. Nous, il y a une entreprise qui commercialise les fontaines à eau sur réseau et les fontaines avec les bonbons. Avec la fontaine, vous avez de l'eau chaude, vous avez de l'eau glacée. Sans la fontaine, il vous faut avoir un réfrigérateur
avoir une bouilloire électrique, vraiment, ça vous coûte un peu cher en électricité. L'eau que vous utilisez, oui. Bon, c'est de l'eau purifiée. De l'eau purifiée? Oui. On a des machines avec des filtres pour le remplissage des bonbons. C'est l'eau des seaux d'ici qu'on purifie. La question que je voulais poser, c'était de savoir est-ce que c'est homologué, c'est validé par Si, nous-mêmes, on a, et tout ça. oui, on a même une autorisation du ministère. On a une attestation, une autorisation pour exercer dans ce domaine-là. La machine qui n'a pas de bonbonnes. Oui. Celle-là. Oui, celle-là. Je pense que c'est elle que vous branchez. Oui, ça c'est à réseau. Celle-là, elle pourrait nous intéresser ici. D'accord. Mais quel est le coût? Les fontaines à réseau, là on vous fait ça à 200 000. Maintenant les fontaines avec les bonbonnes, là on vous fait ça à 150 000 francs. Il y a les coûts d'installation là-dedans? Non, c'est sans les coûts d'installation. L'installation à la charge du client. Waouh, donc c'est 200 000. Non, l'avantage est que après l'installation de la fontaine à réseau, vous n'avez plus de charges après. Les coûts d'installation, ça varie entre 70 à 100 000, 150 000 francs. Ce que je vais vous demander, c'est de nous faire une offre en bonne et due forme. Et en fonction de cela, on va apprécier. Mais il est clair que, je vous dis déjà, il est bon que vous allez au minimum possible. D'accord. Non. Minimum possible. Même avec l'installation et tout ça, autour de 200 000, ça pourrait me faire. On serait pas. Alors, est-ce que vous voyez un avantage pour l'installation d'une fontaine dans votre entreprise? Est-ce que vous voyez un avantage? Oui, l'avantage est énorme. Moi, je vois mes collaborateurs, c'est pour améliorer, si vous voulez, un tant soit peu la condition de vie de mes collaborateurs. Moi, je vois les collaborateurs qui, effectivement, remplissent des bidons, qui ne se servent pas éventuellement d'eau minérale. Si, à contrario, j'ai de l'eau potable purifiée, à travers ce qu'elle dit, pour moi, je ne serai pas atteint. Donc ça, c'est des avantages considérables. Par contre, ce que moi, je ne voudrais pas avoir juste les bonbonnes, donc c'est pourquoi j'ai opté pour ce qu'elle a appelé là, cette machine-là, qui est une fontaine à réseau. Voilà. Il y a autre chose à proposer? Bon, le moment, c'est tout. Quelques jours plus tard, ce client lui a commandé 2 fontaines à réseau pour le montant de 400 000 francs CFA. Avant de se lancer dans le business des fontaines à eau, Awa travaillait dans les assurances, une activité en perte de vitesse d'après elle. Depuis 2 ans, elle a donc créé sa société pour pouvoir commercialiser des fontaines et des bonbonnes. Son chiffre d'affaires est de 18 millions de francs CFA. Elle a 3 salariés, dont une secrétaire, une comptable et un livreur. C'est peu, alors Awa est sur tous les fronts. Comment est-ce que vous organisez votre business? Je suis la directrice, en même temps la responsable commerciale. Donc souvent je sors quand j'ai de temps. Vous n'avez pas de commercial? Pour le moment, non. Moi-même, je suis... Alors, vous n'êtes pas seul à tout faire quand même? Non, pas que je suis seul à tout faire. Je ne suis pas seul à tout faire. Il y a une secrétaire qui est là, il y a quelqu'un pour la livraison. Et ce qui concerne le... Au total, vous avez combien d'employés? Au total, nous sommes 4. J'ai 3 employés plus moi-même, et ça fait 4 personnes. Et comme emploi indirect? Comme emploi indirect, on a 2 en emploi indirect. Puisqu'on installe les fontaines à eau sur réseau, on a besoin d'un électricien et d'un plombier. Donc quand on a des contrats pour les fontaines à eau au réseau, on appelle ceux-là pour venir exécuter ces contrats-là. Et après, on donne ce qui va bien. Vous le trouvez rentable? Oui, c'est rentable. L'activité est rentable, mais à condition vraiment d'avoir les moyens pour se lancer dedans. Parce que pour le moment, nous travaillons sur fonds propres. Ce n'est pas facile pour nous. C'est pas facile. Donc on a besoin de financement pour pouvoir développer cette activité. Sinon, il faut le dire, c'est un secteur qui est vraiment rentable. Il est clair que vous n'êtes pas seul sur le marché? Non, non. Vous faites face à une forte concurrence? Oui, une très, surtout les grands. Il y a une forte concurrence quand même.
C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, mais ceux qui sont là, il y en a à côté, vraiment, ce n'est pas des enfants. Alors, comment est-ce que vous en sortez dans ce marché assez concurrentiel? Par la grâce de Dieu, on essaie de faire notre petit bonhomme de chemin, un peu. On avance à côté d'eux. On espère qu'un jour, à la grâce de Dieu, on devienne plus grand encore. Dans ce business, outre la vente de fontaines, il y a la vente des bonbonnes et le remplissage de ces dernières. Une fois les bonbonnes vides, les clients peuvent compter sur Awa pour assurer le remplissage. Comme ce jour, un de ses plus gros acheteurs lui a demandé d'en remplir 60. Pour ce faire, elle sous-traite le remplissage à une entreprise agréée. Sur chaque bonbonne, Awa reverse 1500 francs CFA à cette société. Puis, elle revend 3000 francs CFA la bonbonne remplie à son client. Sur chaque bonbonne remplie, elle gagne donc 1500 francs CFA. On accélère, s'il vous plaît. Parce qu'on a un rendez-vous là. Donc on a livré rapidement. Le client nous a appelé là. Il faut qu'on le fasse vite. C'est bon? 16. D'accord, allez-y. Alors, on va vite. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, vous avez combien de bonbonnes? Bon, on a 40 bonbonnes remplies. 40 bonbonnes? Oui. C'est pour un client? Oui, ça c'est pour un client. On va livrer ça rapidement. Maintenant, là même au niveau de Cocody. Demain, on va envoyer des bonbonnes vides pour pouvoir les remplir. Parce qu'on a une commande de 50 bonbonnes. Donc demain, on va venir faire ça rapidement. Alors, par jour, combien de commandes de bonbonnes vous recevez par jour en moyenne? On peut avoir plus de 100, 200 bonbonnes. Qu'en est-il de la qualité de votre produit? C'est quel type d'eau? Le nom, on parle ici, c'est l'eau de la solution que nous traitons. Merci beaucoup. Fais-moi en partie. Ces 60 bonbonnes remplies sont pour la compagnie ivoirienne d'électricité. Quand vous achetez une fontaine à eau, il vous faut également acheter une bonbonne. Grâce à ces volumes d'achat, Awa arrive à négocier ses bonbonnes d'eau à 3800 francs CFA pièce. Elle revend ensuite chacune d'elles 10 000 francs CFA, soit un bénéfice de 6 200 francs CFA par bonbonne vendue. Chaque jour, Awa enchaîne 2 à 3 rendez-vous. Ce matin, c'est avec l'Agence nationale de la formation professionnelle, l'AGFOP. Elle espère pouvoir finaliser un contrat. Oui, monsieur Kofi, bonjour. Oui. Si, on l'a eu hier. Actuellement, même, on n'est pas loin de chez vous. On est presque arrivé. Dans la descente du pont, là. Du 3e pont, là. Oui, on n'est pas loin de chez vous. Donc, tout à l'heure. On va à l'AGFOP. Et bon, il faut dire que c'est un marché qui est déjà acquis. On avait déjà discuté avec la mutuelle. Et bon, comme il y a eu changement au niveau de la direction, l'ancien président n'est plus là. Et il y a un nouveau président intérimaire qui est là. Donc il faut qu'on aille le voir pour essayer d'échanger un peu avec lui, discuter avec lui, pour pouvoir arrêter, pour voir dans quelles conditions on va travailler, tout et tout, pour faire l'installation des fontaines. Parce qu'il faut dire qu'avec les entreprises, ce n'est pas du cash. Nous, on travaille sur fonds propres. Nous, on finance, on préfinance et après, on nous paye. Et c'est des factures qui peuvent durer 2 à 3 mois. Awa a rendez-vous avec le président du conseil d'administration et le président de la mutuelle des agents de l'AGFOP. Son objectif du jour, leur vendre 7 fontaines. Les conditions, bon, nous on fait 50 à la commande et puis 50 après la commande. 50%? Oui, 50%. On vous donne 350 000 pour commencer, c'est ça? Oui. Et puis 2 mois après, on a... Non, madame, on a peu de nouvelles. Bon, vous savez, nous, c'est ce qu'on propose. Tout se discute. Quand vous dites, ah, madame, bon, nous, ce qu'on aimerait, dès que vous êtes nous livrer, on vous paye les 100%. On se colle un peu à la façon de fonctionner de la maison. Donc, généralement, on paye après. Non, l'essentiel, que chacun soit satisfait de son côté, c'est le plus important. Awa fait des concessions, mais ce n'est jamais assez. On est 30 € au mois, entretien gratuit. Mais au-delà de ça, maintenant, entretien, on fait 15 000 francs.
francs par fontaine. Par fontaine. Est-ce que vous pouvez faire une formation de notre service de nettoyage ici qui peut éventuellement vous relayer? Pour ce qui concerne l'entretien externe, on peut le ça c'est obligatoire, même chaque matin on doit nettoyer les fontaines. Mais l'entretien interne, là, à moi, parce que j'ai des produits qu'on utilise pour pouvoir nettoyer la machine. Chaque 3 mois. Oui, chaque 3 mois. Ça vous coûte combien l'installation? Le projet coûte combien? Non, c'est avec les gobelets tout. Vous trouvez que le coût d'installation est cher? Le coût d'installation, mais c'est les frais à 10 qu'il faut devoir faire la projection pour voir combien ça va coûter à la mutuelle. Parce que c'est la mutuelle qui va supporter. On ne viendra plus vers les agents pour dire non, chaque mois payer 1000 francs à cause de la fontaine. Non. Donc, le principe est là. Le principe est acquis. La négociation entre les deux parties a duré 2 heures. Awa a réussi à vendre 5 fontaines sur l'objectif de 7 qu'elle s'était fixé. À Abidjan, on compte une dizaine d'acteurs sur le marché des vendeurs de fontaines d'eau. Une activité qui crée de l'emploi et qui peut rapporter gros. Nous sommes de retour sur ce plateau avec nos invités. Vous avez vu cette dame qui vend des fontaines à eau avec des bonbonnes. L'eau, monsieur le directeur général, du LANEMA est filtrée, c'est donc l'eau de Sodeci. On a des préoccupations sur la qualité déjà de cette eau. Pourquoi doit-on la filtrer? Et pourquoi est-ce que ceux qui vendent l'eau en sachet sont obligés de la filtrer si c'est une eau potable? D'entrée de jeu, je peux dire que l'eau de la Sodeci, l'eau du robinet est potable. Parce que c'est de l'eau qui est traitée. Ce sont des eaux qui proviennent des surfaces, notamment les rivières. Il y a aussi de l'eau qui provient des souterraines, mais ces eaux-là font l'objet d'un traitement chimique, notamment du chlore, pour les débarrasser des micro-organismes. Et nous regardons également le pH, nous regardons la couleur de l'eau, sa clarté et tout. Donc, ces eaux-là, l'eau de la Sodeci est potable. Pourquoi est-ce qu'on doit la filtrer alors? Bon, on doit la filtrer pour justement se débarrasser des bactéries éventuellement, puisque c'est de l'eau qui vient des rivières, soit des nappes souterraines, mais pas forcément des nappes. Est-ce que cette eau a le même niveau de potabilité dans toute la Côte d'Ivoire? Ça dépend des régions. Oui. Ça dépend des régions. Monsieur Koun souhaiterait réagir. Je veux dire que la question que vous posez, elle est très fondée, puisque nous sommes clients de la Sodeci. Et il suffit seulement que de voir l'eau circuler dans les filtres, tant carbone que jute, pour voir le niveau donc, de déchets qui s'y déposent. Nous pensons que pour notre simple opinion, que les tuyaux de canalisation, tout ce qui est canalisation, normalement, doit être revu. Oui. Parce qu'il y a la corrosion, on sent du fait qui ressort, c'est-à-dire du fait qui a... Donc c'est pourquoi voilà, vous filtrez cette eau. Alors, on se rend compte dans les calculs que l'eau de la Sodeci coûte 0,6 francs pour 1,5 litres, 0,6 francs, et l'eau minérale coûte 500 francs à peu près pour la même quantité. Alors, ça vous arrange, Monsieur Zedine, cette réputation de la Sodeci qui a commencé à se détériorer ces dernières années? Ça arrange les affaires? Non, ce n'est pas que ça nous arrange à proprement dit. Bon, nous, on souhaite que la Sodeci améliore son eau. L'eau traverse des dizaines de kilomètres avant d'arriver chez le consommateur. Donc la tuyauterie, si elle est vétuste, peut occasionner des problèmes, peut entraîner des troubles dans l'eau. Mais à la source, dans les stations d'épuration de la Sodeci, quand l'eau sort de là-bas, elle est de bonne qualité, c'est une eau potable. Alors, concernant maintenant les bouteilles d'eau minérale qui ne subissent pas de traitement chimique, il n'y a pas de traitement contre les microbes. Alors, est-ce que cette bouteille peut être utilisée après ouverture sur 10 jours ou 20 jours? Est-ce qu'il y a des risques de contamination de cette eau? Si la bouteille est bien conservée, parce qu'il faut quand même conserver les bouteilles à l'abri de la lumière,
dans des endroits secs, là où il n'y a pas de poussière. Une bouteille ouverte, hein? Ah non, si elle est ouverte, il faut la boire dans les 24 heures. Est-ce que vous confirmez ça? Mais une bouteille d'eau qui est ouverte, il faut la consommer en même temps ou, comme il a dit, dans les 24-48 heures. Oui. Parce qu'une eau, elle se détériore. Oui. Qu'elle soit potable, minérale, minéralisée ou autre, une eau, elle se détériore une fois qu'elle a contact avec l'air libre. Et même si on remet le bouchon? Même si vous remettez le bouchon, que l'espace où vous déposez la bouteille est humide ou sale ou je ne sais pas quoi, ou si votre main, la main qu'on a utilisée pour ouvrir le bouchon et autres, était sale, ça peut contaminer la bouteille. Alors donc, pourquoi on n'écrit pas dessus à consommer 24 heures après l'ouverture? Ce serait bien aussi pour le consommateur. Oui, mais c'est écrit là-dessus. La date de péremption de la bouteille est bien indiquée. Oui, après ouverture. Après l'ouverture, mais une eau n'est pas ouverte pour rester un mois, 2 mois ouverte. Il faut le dire, on ne le savait pas tous forcément. Chez moi, à la maison, on utilise 6 à 7 bouteilles d'1,5 litre par jour. Donc, on ne pose pas le problème. Mais je vais revenir, je souhaite qu'on revienne là-dessus concernant les bonbons et autres. On a posé le problème avec Codinor et autres dans le temps. Et on avait promis à Codinor écrire sur les bonbonnes que une fois qu'on ouvre la bouteille, 48 heures après, il faut qu'elle soit utilisée. Oui. Parce qu'on aurait souhaité, ceux qui ont commencé à distribuer les bonbonnes, ceux qui les achètent veulent de l'eau en bonbonnes. Ils viennent vers nous parce que nous produisons de l'eau. Mais nous n'avons pas le droit de produire des bonbonnes de 10, 20 litres. On a le droit, à titre exceptionnel, en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal, les gens ont accepté qu'on fasse des bonbonnes de 5 litres. On a demandé qu'on remonte à 10 litres, parce que quand même, avec un appareil, on peut monter une bouteille, une bonbonne de 10 litres. Et ça a été mis en stand-by. En même temps, ce n'est pas plus mal pour les affaires, puisque si on doit renouveler cette eau-là chaque 48 heures, ça augmente le chiffre de vente. L'OMS demande qu'une personne boive 1 litre d'eau par jour. Un litre d'eau minérale, parce qu'il y a quand même des minéraux. Oui, non, mais le corps humain, 1,5 litre, alors le corps humain a besoin de sels minéraux. On va essayer de conclure les perspectives, monsieur, en ce qui concerne le bon sachet. Il faut dire que l'État a autorisé l'implantation de plusieurs usines de recyclage ici. Et chaque kilogramme de sachet de déchets, de nos déchets, se rachète entre 50 francs et 100 francs en fonction de la propriété. Donc, au point de vue déchets, le problème ne se pose pas. Vous demandez quoi? C'est quoi vos aspirations, vos souhaits? Nous demandons à ce qu'ils nous encadrent, parce que le besoin, il existe. L'encadrement porte sur quoi? C'est financier? C'est une assistance? Oui, c'est un soutien financier. L'État ne va pas financer des entreprises privées? L'État ne va pas financer, mais l'État crée les conditions et le cadre pour que nous puissions y aller. Monsieur Zedine, un dernier mot? Moi, j'aurais souhaité vraiment dire, concernant les bonbonnes, parce que c'est un de nos objectifs, qu'on nous accorde de monter jusqu'à 10 litres, la production de bonbonnes de 10 litres pour pouvoir les utiliser sur ces machines. Et vous vous rendrez compte que le prix de l'eau va aller en diminuant. Déjà, les 5 litres d'eau sont à 900 francs au détail. Je suppose que les 10 litres vont revenir à 1500 ou 1400. Plus on va en volume, plus ça revient moins cher parce que l'emballage revient moins cher. Et ça peut aider les uns et les autres. Bien noté. Voilà. Monsieur le directeur général. Moi, je parlerai plutôt de la vigilance du consommateur par rapport à toutes ces eaux qu'on retrouve sur le marché, surtout les eaux en sachet. Que les consommateurs soient vigilants parce que le contrôle sur ces eaux n'est pas garanti. Et vraiment, ils ne sont pas, même si le prix est intéressant, qu'ils soient vigilants, qu'ils regardent un peu plus comment cette eau est produite, où l'eau est produite. Vigilance aussi au niveau de l'État. Il semblerait que les producteurs d'eau en sachet soient passés de 200 à 700 à cause de cette interdiction qui a laissé la place à des clandestins. Les débats, en tout cas, se poursuivent sur notre page Facebook Made in Africa 225 en un seul mot. Et vous pouvez suivre le replay de cette émission sur le site internet de la RTI, www.rti.ci. Je vous donne rendez-vous le 6 avril. Notre prochaine émission sera consacrée aux startups. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission. Merci à Sophie Amdad, rédacteur en chef, Rigobert Baker, réalisateur du plateau, le journaliste Cheikh Koné, le cadreur Armel Zozo, au montage Noël Kouakou, l'équipe de production Sissé Ansa, Elvis Kamaté, Sephora Zegui, ainsi qu'aux équipes de production et aux moyens techniques de la RTI. N'oubliez pas, rendez-vous le 6 avril. Bonne suite de programme sur RTI 1.